Au Niger, départ des troupes françaises, pourquoi Paris choisit-il l'option de la négociation? Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette édition de Parole au panafricanisme. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, Paris a pris l'engagement de quitter entièrement et totalement le Niger et opte, on va le dire ainsi, pour la négociation. Mais Paris n'a pas déclaré haut et fort ce qu'il recherche fondamentalement. Vont-ils faire quitter les 1500 soldats qui nous disent, ou alors ce sera par petits pas? En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. La seule chose que nous savons, c'est qu'il n'y a pas seulement 1500 soldats français sur le sol nigérien. Ils sont très nombreux. On nous parle de plus de 12 000 à 15 000, de 12 à 15 000 soldats français sur le sol nigérien. Aujourd'hui encore, on ne va pas également oublier les autres soldats de Takuba et autres qui ont été, on va le dire, chassés du territoire malien, du territoire burkinabé et qui se sont retrouvés finalement sur le sol nigérien. À se demander donc, quand est-ce que la France va quitter le sol nigérien? Quand on sait pertinemment que ces derniers jours, et d'après les autorités nigériennes, eh bien, Paris est en train de déployer de l'armement dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et sans oublier le Bénin. Est-ce que Paris veut réellement partir? Qu'est-ce que Paris a en tête aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut bien pousser Paris à persister, à insister ainsi avec la dernière énergie de rester sur le sol du général Tiani? Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Niger, départ de troupes françaises, pourquoi Paris choisit-il l'option de la négociation? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum-Dôme ce matin. Patient Parfum-Dôme, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci pour cette invitation, Steve Jocelyn Goss. Merci à nos nombreux internautes. Merci aussi à nos techniciens. Vous faites un formidable travail. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à vos nombreuses invitations. Et à l'Afrique, le moment est venu. Ça me permet quand même aussi d'adresser un bonjour chaleureux à 2 aînés qui ont participé à leur manière à la construction de cet idéal panafricain. Je pense au professeur Biyogo de Gabon, sans oublier le grand Akendengue. Il a façonné, au moins sur le plan culturel, je revois encore ma maman, ma propre mère, au bord de la petite rivière du village, fredonnant à Akendengue, et moi de lui demander, maman, c'est qui? Et plus tard, quand je découvre qu'il y a le grand Akendengue, je me dis vraiment, l'Afrique a des monuments. Bonjour à vous, et panafricaniste TV avec, évidemment. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum-Dôme. On parle encore du Niger ce matin. Et là-bas, on parle également des troupes, des départs des troupes françaises. Pourquoi finalement Paris a accepté l'option de la négociation? Mais pour plusieurs raisons. Le problème, souvent qui me chagrine en Afrique, on a l'impression que dans cette bataille-là, souvent on parle, mais les gens ne nous écoutent pas. Nous avons répondu à cette question 1000 fois, on va y revenir. La répétition est la mère de la pédagogie. Premièrement, je suis offusqué du fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Union africaine appelle les menaces quand Sputnik donne une information selon laquelle les services de renseignement russes indiquent que les renseignements américains sont en train de préparer un coup pour éliminer les dirigeants nigériens. Et que la task force des renseignements de l'Union africaine ne se saisisse pas de ce dossier et d'en parler ouvertement, ça me pose un problème. Comment peut-on protéger les nôtres si nous ne disons pas à nos ennemis que nous sommes vigilants et que nous ne laisserons pas passer de telles actions comment dire ça, malveillantes vis-à-vis de notre continent? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Paris s'est mis dans une politique d'ultimatum et d'ultimata qu'il a coincé lui-même dans sa propre nasse. Oui. 2 raisons. Première raison, elle a compté sur des hommes légitimes de notre continent. C'était Tinubu, n'est-ce pas, Bola Tinubu du Nigeria, Dramane Alassane Ouattara, Macky Sall et d'autres, Talon et consorts. Mais sauf que la réaction des opinions africaines a poussé ces gens-là à mettre un tempo
à leur entreprise. Cela ne veut dire pas qu'ils ont changé complètement de braquet, mais ils étaient obligés de ralentir. Parce que la contestation était à son comble au niveau de notre continent. Paris se dit donc, bon, voilà, c'est une réalité. Je me disais en 2-3 mouvements, c'est vite réglé et on passe à autre chose. Ça n'a pas réussi. Mais Paris n'a pas renoncé à son projet. Ça dit de détruire le Niger. Paris insiste dedans, en disant, il crée ces éléments de langage. Je ne réponds pas à vos injonctions parce que vous n'êtes pas les autorités ni légitimes ni légales de ce pays. La seule personne qui est mon interlocuteur valable, c'est M. Bazoum. Entre-temps, il a 1500, nous dit-on officiellement, je suis convaincu qu'il y en a plus, et puis il y a 1000 Américains, etc., etc. Est-ce que le Niger va donc déclencher une guerre armée contre des troupes françaises sur son sol, avec les conséquences que nous connaissons, avec le fait que Paris peut s'attirer la sympathie de tout le monde occidental pour venir à son secours? Le Niger évite ce piège. Mais le Niger insiste quand même. Demande tout à fait cessante le départ de l'ambassadeur de France. D'abord, lui retire son accréditation. Donc, il est devenu comme un petit voyou, n'est-ce pas, ou bien un simple migrant qui s'est retrouvé comme ça par hasard sur son sol. Ou bien un clandestin, c'est même mieux de le dire. Bon, on sait comment sont traités les clandestins chez eux, en France. Bon. Mais Paris insiste sur ce point-là, parce que cela nous donne 2 ou 3 petits avantages en termes de repli. Premier avantage, il fixe complètement l'ensemble de la mobilisation nigérienne sur la question du départ de l'ambassadeur. Et par ricochet, plus tard, de la base militaire française. Mais il est fixe là. Alors qu'ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup de défis. L'organisation nigérienne peut prendre plusieurs aspects pour résoudre beaucoup de défis. Mais ils sont fixés là. Vous voyez la mobilisation en continu. Deuxièmement, ça lui donne le temps, sachant pertinemment que le Niger ne va pas attaquer, à continuer à mieux élaborer d'autres types de réactions. Oui. Pour essayer d'affaiblir non seulement le Niger, mais aussi le Mali et le Burkina. D'ailleurs, vous avez eu dit qu'il y a eu une tentative de coup contre Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Exact. Ça participe de la même logique. Ça participe de la même structuration en termes d'analyse, j'allais dire de stratégie. Donc, Paris souffle un peu. Il continue à mettre la pression, encore à leur fameux G20. Il a dit qu'il ne reconnaît pas les autorités nigériennes actuelles, dont les troupes de Paris vont rester sur le sol nigérien. Et c'est là où la duplicité, mais sur le sens de l'irresponsabilité de certains de nos dirigeants, vraiment me sidère. Commençons par Bazoum lui-même. Qu'est-ce qui coûte à M. Bazoum de démissionner? Il croit vraiment qu'il va revenir comme chef d'État au Niger? Bazoum le croit sincèrement? Comment? Deuxièmement, les gars de la CEDEAO, qui étaient prêts à organiser réunion sur réunion, maintenant c'est l'aspect militaire, on est en train de réfléchir sur les contours, sur la stratégie, comment on va attaquer. Ils sont depuis. Que même Tinubu a dit que même chez eux là, le pouvoir de transition militaire avait mis 9 mois. Pourquoi ne pas l'accorder aussi aux Nigériens? Parce que Tinubu recule, il cherche une porte de sortie. Voilà la fenêtre d'opportunité pour sortir qui s'offre à lui, il s'y engouffre. Et il laisse M. Ouattara le va en guerre presque seul. Mais la CEDEAO là, les grands ministres de la CEDEAO, les grands experts, les grands stratèges, et eux ils disent quoi? Ils veulent vraiment qu'il y ait la guerre au Niger? Là, on repose la question de la liberté de ces organisations, de leur véritable autonomie. Bon. Donc, je crois que Paris est dans une espèce de tentative, d'une stratégie qu'elle est en train d'élaborer pour obliger le Niger à venir à la table de négociation. Et dans cette table de négociation, elle a déjà abattu quelques cartes. Elle n'a pas abattu toutes les cartes. Premièrement, oui, il y aura un retrait, mais ce retrait sera progressif. Maintenant, il faut qu'on discute des conditionnalités de ce temps. Ce temps peut prendre 6 mois, il peut prendre 2 ans, il peut prendre 5 ans. Donc, cela signifie que, en réalité, Paris veut tout faire pour ne pas sortir complètement de l'espace, militairement, de l'espace nigérien. Parce que Paris, hors de l'espace nigérien, sur le plan, la symbolique, c'est une grosse défaite. Et la bataille de Dien Bien Phu au Vietnam,
qui fut retentissante, mais celle-ci sera aussi vraiment retentissante. Pourquoi? Parce que, de prime abord, Paris se refusait de dire, je ne réponds pas à vos injonctions, vous n'êtes rien. Oui. Si maintenant ils finissent par accepter de partir, c'est une défaite cuisante pour la diplomatie française, pour les politiciens, les hommes politiques qui sont au pouvoir à Paris. Macron en premier. Deuxièmement, pour Paris partir du Niger, c'est ouvrir la porte à une dégringolade de l'un de ces centres d'approvisionnement dans cette matière première, j'allais dire l'uranium, mais il y a d'autres aussi dont on ne parle pas beaucoup, stratégiques pour son industrie et son économie. Et cela aurait des conséquences gravissimes au niveau de la France, de son industrie, de son prestige, de sa capacité à se vanter qu'ils sont capables de construire de nouvelles centrales nucléaires civiles, les EPR, avec 10 ans de fourniture en combustible. À qui veut l'entendre? Et maintenant, sur le plan de l'influence de Paris sur son précaré, les gens vont consommer ça et se dire, mais ces gens-là, peut-être que suffisamment de résister un peu, ils reculent. C'est pour cela que certains analystes français disent, mais à force de reculer, on va se retrouver à Marco Trifouille les oies, c'est-à-dire en français facile, nulle part. Donc, on ne peut pas continuer de reculer. Il faut marquer, n'est-ce pas, un arrêt décisif qu'on va désigner comme Yellow Line. On va donner le bras de fer. Mais dans ce bras de fer, Paris profite de ce temps pour continuer à faire du lobbying auprès des autres pays occidentaux. Mais en leur expliquant, mais vous ne voyez pas les enjeux? Si nous perdons le Niger, qui va venir nous remplacer? C'est la Russie. Elle est déjà présente au Burkina. Elle est déjà présente au Mali. Si elle est aussi présente au Niger, le Tchad va tomber très rapidement. Comme un feu de paille. Et l'arc qui part de Bangui jusqu'à Ouagadougou va se faire. C'est-à-dire que nous sommes complètement pris dans la nasse. Abidjan va tomber le plus tôt possible. Cotonou aussi, sans oublier Lomé. Je vous rappelle que sitôt le coup d'État au Gabon annoncé, les populations togolaises sont rentrées dans la rue avec Jean-Pierre Fabre et d'autres pour réclamer le départ de Fort Yadema. Attention. Donc, ce qui se passe au Niger ne concerne pas uniquement le Niger, non. Pour Paris, les dégâts vont être énormes, c'est trop grand. La perte du Niger va acter la perte de certaines places fortes de Paris sur notre continent. Je vous disais depuis très longtemps que pour Paris perdre l'Afrique, c'est une option qui n'est pas du tout envisageable à l'état actuel de leur capacité. Parce que perdre l'Afrique, c'est accepter de facto le décrochage complet de la France, de son rôle de puissance. Bon, il y avait encore un rôle de puissance d'équilibre, elle a perdu, mais même de puissance moyenne sur la place internationale. En quoi la France, en perdant l'Afrique, peut parler devant le Brésil? Comment la France va faire pour parler devant l'Indonésie? Même l'Iran, Paris va faire comment? Je ne parle pas de l'Inde. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude des autres pays africains. Au lieu de trouver dans ce conflit une possibilité de mettre encore Paris en difficulté, beaucoup de chancelleries, beaucoup des États africains sont muets. Ils regardent ça comme si c'était un truc qui ne les concernait pas, alors que ça nous concerne tous. Si les gens veulent vraiment donner du sens à leur indépendance, à leur souveraineté, c'est le moment. C'est le moment de le faire, en venant en soutien aux autorités nigériennes et en exigeant de Paris d'accepter cette nouvelle réalité. L'Union africaine, elle est où? L'Union africaine est où? Elle qui est très prompte à convoquer des sommets extraordinaires pour aller juger des coqs dont on a tranché le cou au nord Kalimantan. Mais là, les gens menacent de venir tuer les Nigériens. Au contraire, l'Union africaine, on dit, nous sommes solidaires des décisions de la CEDEAO. Ça veut dire que quoi? Papa Moussa Faki Mahamat, ça veut dire quoi? Donc c'est ça. J'ai donc l'impression que quand nous regardons, et c'est pour ça que vous avez vu la différence de traitement entre la CEDEAO et la CEAC dans les deux coups d'État qui nous ont concernés ces derniers jours. Vous avez vu comment la CEAC a été soft. Elle est même dans l'accompagnement de cette transition.
Parce que parce que quand tu parles dans le CAC, regarde dans ceux qui sont dedans. Ça aussi, ça explique. Ça peut expliquer cela. Parce qu'il n'y a pas que les toutous, là, les moutons, qui sont parés les yeux fermés. Non, il y a aussi des gars là, comme par exemple l'Angola, le Rwanda. Ils disent non, 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 non. Les gars là où ils ont raison, les bongos, ça va trop durer. Passons à autre chose. Surtout les bongos qui n'ont pas apporté les dividendes au peuple gabonais. Oui. Je vous rappelle que les femmes accouchaient dans les couloirs. Il n'y a pas de lit d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'école. On payait l'école. Maintenant, même l'enseignement privé confessionnel, les inscriptions sont gratuites. Ils sont moins de 2 millions. Pour un pays riche comme le Gabon, entre-temps, les gens ont supprimé ces avantages qui permettent aux parents de souffler et ils avaient une vie de cocaïne. Pour eux, c'était le Pérou. Les belles voitures, les sacs de milliards dans la maison. De temps en temps, je crois que on concoctait quelques-uns pour s'en servir comme des paillassons. C'est pas possible. Donnez un peu de bonheur aux gens. On a supprimé les indemnités de retraite aux vieillards qui ont travaillé toute leur vie. Leur donner un petit pécule pour qu'ils puissent soigner les bobos inhérents à leur âge. Ils ont dit, il n'y a plus ça. On ne paye plus la pension de retraite. Entre-temps, tous les week-ends, Madame Sylvia va prendre 1 milliard, elle va vivre à Mayfair, à Londres. Elle croise les pieds, elle met ses toilettes neuves, elle tourne comme ça, le botox, on gonfle les lèvres, on fait ça, etc. Mais c'est quoi? C'est quoi là, cette Afrique-là? Donc, je crois sincèrement que ce qui se joue là au Niger va au-delà du Niger. Largement au-delà du Niger. Alors, maintenant, j'allais oublier. Votre type qui est à l'ONU, mais il est qui? Pour dire qu'un État veut envoyer son envoyé là-bas à l'ONU pour s'exprimer, on dit tu ne peux pas venir. Lui, il est qui? Bon, pourquoi il est capable de le dire pour nous, il n'est pas capable de le dire pour les gars de Bangladesh, de Myanmar? Que de temps en temps, prendre un prix Nobel de la paix, faut en prison. Qui peut leur parler? Vous voyez? Jusqu'à quel niveau nous étions? Qui peut parler? C'est des militaires, hein? Ils font des coups d'État comme ils veulent. Ils font des fausses démocraties comme ils veulent. Bon, maintenant, le temps de la démocratie est terminé, on revient au pouvoir. Qui leur parle? Ils prennent un prix Nobel de la paix, en San Suu Kyi, on fout en prison. On dit, bon, oui, en quoi? Ici, c'est nous qui dirigeons. Mais en Afrique, on a le toupet de dire qu'on ne reconnaît pas un gouvernement. On ne connaît pas un exécutif. On ne connaît pas un régime. Bon, là aussi, je ne veux pas... Ce régime, pour moi, n'est pas péjoratif dans ce sens-là. Pourquoi? Et l'Union africaine bouche... Est-ce que l'Union africaine pourrait parler? Personne ne parle. Vous imaginez que le président, les généraux qui sont au pouvoir au Myanmar, dans l'ancien Bangladesh, décident d'envoyer un envoyé à l'ONU, et puis quelqu'un ouvre sa bouche pour dire que le gars va parler à l'ONU? Les Asiatiques vont dire que pour ça, on sort de votre affaire. Là. Vous imaginez les nouveaux dragons, là, s'ils disent qu'ils sortent de l'ONU, ils peuvent créer leur affaire à part. Le monde, ça sera quoi? Ça sera quoi le monde? Donc, je pense que les Africains doivent se prendre au sérieux. S'ils veulent qu'on les prenne au sérieux, ils doivent se prendre au sérieux. Les élites politiques africaines doivent se prendre au sérieux. Parce que le visage qu'ils montrent là, au reste de notre monde, c'est un visage de quoi? De veulerie, comment dire ça? D'aplaventrisme qui ne peuvent pas continuer vraiment Et vous allez vous étonner que les jeunes se révoltent. Comment les jeunes ne vont pas se révolter par rapport à des églises comme ça qui nous font croire qu'ils sont légitimes parce qu'ils ont gagné des élections? Quelle élection dans ce cas-là? L'élection, vous avez gagné l'élection pour avoir ce niveau d'aplaventrisme, de veulerie, de couardise, incapable de parler alors que votre peuple dit autre chose. Vous jouez je ne sais pas quoi. Non, il faut faire attention. Donc je crois sincèrement que tant que ces élites politiques et ces gens qui sont au pouvoir vont continuer à avoir ce comportement, il y aura des coups d'État. Ne dites pas que nous mettons un partisan de coup d'État. Mais je dis qu'il y aura des coups d'État. Parce que de toute façon, il y a des coups d'État réactionnaires et des coups d'État progressistes. Et ces coups d'État-là, qui vont nous dégager, n'est-ce pas, l'horizon de ces gens qui l'obscurent comme ça, ces petits Judas-là, qui n'ont pas de qualité pour diriger nos États, ça va être des avancées majeures. En quelques secondes, vous sortez de cette édition de Parole au panafricanisme. Patient Parfum, donc, est-ce que la France veut réellement quitter le Niger quand on sait pertinemment qu'elle déploie son armée actuellement du côté du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et sans oublier du Bénin, pour attaquer justement ce Niger? C'est les philosophes qui ont souvent cette dualité en termes de concept quand ils parlent des choses. La France doit le comprendre. C'est eux qui disent qu'ils sont
Ils ont eu les plus grands philosophes du monde, le pays des Lumières, tout ce que vous voulez. Il y a la chose en soi, en philosophie, et la chose pour nous. Les ambitions, les rêves de Paris, de continuer à domestiquer l'espace d'Afrique, c'est dépassé. Ce sont des fausses batailles d'arrière-garde. C'est leur vision étriquée du monde qui ne tient pas compte du fait qu'il y a des dynamiques, des lames de fond qui traversent notre continent. Une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans ce type. Quand vous entendez Ibrahim Traoré parler, est-ce qu'il parle comme nos vieux là? Il n'a peur de rien. Il n'est pas rosicrucien, il n'est pas maçon. Il ne comprend même pas. Le gars dit que, on vous dit qu'on est pauvre, on est pauvre comment? On nous sommes trop riches même. C'est ça, c'est le pas là qui nous empêche de voir qu'on est riche. Quand un gars parle comme ça veut dire qu'il y a des millions de gars qui peuvent parler comme lui. Le moment venu. Et ce moment est là. Il est là. Le moment est là. C'est Victor Hugo, l'un de leurs grands penseurs, même comme il était un esclavagiste, qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le moment est venu. » L'idée de la libération de notre continent, le moment est venu. Nos prédécesseurs ne se sont pas sacrifiés pour rien. Le 13 septembre, ça va être dans 2 jours, je crois. Nous allons fêter la date anniversaire de la création du PC. Cette idée-là, qui a été plantée ce jour sur le sol du Cameroun et qui a irradié partout en Afrique noire, vous ne pouvez pas tuer ça. Vous allez couper les têtes. Mais hélas, comme disait le penseur d'Afrique de l'Ouest, vous avez beau crever les tam-tams, les tambours, tout ce que vous voulez. Mais que faites-vous de la chanson qui continue de trottiner dans ma tête? Et cette chanson-là, à travers nos petits moments de recueil du soir, on va léguer cette chanson-là, la chanson de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté, de la dignité à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils soient capables de créer cette base critique et libérer notre continent. Donc à la France, c'est des batailles contre le moulin à vent que vous avez engagé. C'est une fuite en avant inutile. Vous êtes battus. Ne pas le reconnaître en pensant sauver quelques meubles va plutôt rendre la négociation future de nos relations extrêmement difficiles, tendues, et que nous ne laisserons pas assez de marge de manœuvre pour continuer à avoir quelconque bénéfice sur notre sol. C'est à vous de jouer. Nous avons déjà décliné ce que nous voulons. Merci à vous, patient parfait de m'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Merci à tous les Africains qui continuent de se battre. C'est pas facile. Dans les conditions que nous savons, Panafricanist TV est l'une des illustrations des difficultés qu'ont toujours eu ceux qui ont pensé autrement, ceux qui ont décidé de prendre le chemin de travers, de ne pas être oui, messieurs, bien compris, messieurs. Merci, messieurs. Et c'est ça. Nous sommes malades, on ne peut pas se soigner, mais les autres volent nos milliards pour laisser soigner à Paris, à Londres, là où vous voulez. Et c'est eux qu'on veut continuer de nous imposer comme nos leaders. Nous avons dit non. Et cette fois-ci, c'est un non définitif. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre. Nous savons que la censure va de mal en pis, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bonne journée à toutes et à tous.